Bonsoir, on ne cesse de nous le répéter, il est indispensable pour notre santé, il permet aux enfants de grandir. Voilà donc avec quels arguments le lait s'est imposé à nous tous en France. Mais ces arguments, justement, sont-ils justes? Le lait que nous buvons tous les jours est-il si bon pour nous? Eh bien ce soir, vous allez découvrir ce que les industriels ne veulent pas que vous sachiez, à savoir leur secret pour fabriquer un produit on ne peut plus basique a priori, le lait. Ce que cache le lait, c'est un reportage de Romain Renaud. C'est un rituel que la plupart des Français connaissent bien et que nous pratiquons dès le réveil. Se lever, loulou, c'est l'heure. Une habitude incontournable, surtout pour les enfants, comme ici, Allez, en région parisienne. les enfants, c'est l'heure de se lever, on s'habille. Il est 7h20, là, il faut se... Même lorsqu'ils ont du mal à émerger, Allez, les paupières encore lourdes, les enfants ont toujours le même réflexe, ouvrir le réfrigérateur pour en sortir la bouteille de lait. C'est tous les matins le lait? Ah oui. tous les matins. Un grand bol pour tout le monde, et chacun sa recette, céréales ou nature. Des fois, je mets du sucre, sinon je bois comme ça. Le tout avalé jusqu'à la dernière goutte. Avec la bénédiction des parents, selon eux, le lait, c'est bon pour la santé. Depuis tout petit, ils sont habitués à boire leur verre de lait. Ils sont petits, donc théoriquement, il doit y avoir besoin d'apport en calcium. Ici, du lait, on en consomme à chaque repas ou presque. Au revoir. Sous une forme ou sous une autre. La bouteille ne fait jamais long feu. Pour les différentes crèmes, pour faire des gratins, ce genre de choses. C'est quoi la consommation journalière de lait à peu près? Oh, je dirais 1 litre en moyenne. Un produit que cette famille cuisine à toutes les sauces, comme la plupart des Français. Mais que savons-nous vraiment du lait? Pas mal, pas mal. On l'aura. Comment est-il produit? Alexandre, à table, loulou. Quels secrets cachent ces petites bouteilles qui font partie de notre vie? Lorsque vous faites vos courses, il y a un rayon que vous ne ratez sans doute jamais. Un rayon qui est souvent placé au fond du magasin pour vous obliger à passer devant tous les autres. Parce que ce rayon vous vend un produit dont vous avez besoin au quotidien, le lait. Chaque Français en consomme un peu plus d'1 litre par semaine en moyenne. 6 enfants sur 10, 4 adultes sur 10 en boivent tous les jours. Un marché colossal, 27 milliards d'euros chaque année. Et des dizaines de références. Du lait entier, demi-écrémé, écrémé, facile à digérer, enrichi en vitamines ou parfumé. Un rayon qu'il faut sans cesse alimenter. C'est pas mal de débit, quoi. Puis maintenant, il y a tellement de références. Une énorme variété d'offres, mais surtout de prix. Ici, le litre de lait varie du simple au double. Et sur des produits apparemment identiques, comme le lait demi-écrémé, on passe de 63 centimes à 83 centimes, 30% d'écart. Alors qu'est-ce qui justifie ces différences de prix? Une question d'autant plus brûlante qu'en ce moment les producteurs de lait semblent mécontents des pratiques des industriels. Après des mois d'enquête, nous avons réussi à percer les secrets du lait. Des secrets soigneusement gardés, et vous allez maintenant comprendre pourquoi. Quand on enquête sur le lait en France, la première chose qui frappe, c'est qu'on se heurte à un mur. Ce marché est dominé par 2 grandes marques, Candia, propriété du groupe Sodial, et Lactel du géant Lactalis. Il y a aussi de gros industriels. Nous les avons tous contactés un par un, avec une idée simple, comprendre comment ils font du lait un grand produit de consommation. Après des dizaines d'échanges de mails et de discussions avec des attachés de presse, nous avons à chaque fois obtenu la même réponse. Non, aucun tournage, parfois suivi de bonne chance. Dans le meilleur des cas, nos appels se terminaient par une promesse que nous attendons toujours. Je vous rappelle, hein. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame, au revoir. Au revoir. Alors pourquoi ces refus systématiques? Ces énormes groupes ont-ils quelque chose à cacher? Un secret à préserver? Devant une telle opacité, nous avons décidé de remonter la filière. A priori, quand on voit des différences de prix sur des produits similaires, on peut penser qu'il s'agit d'une différence sur la matière première.
Mais en allant à la source, nous avons découvert que la réalité n'est pas aussi simple. Nous sommes à Quéré, près d'Angers, dans les Pays de la Loire, le plus grand bassin laitier français. Le lait que vous buvez vient de fermes comme celle-ci, 70 vaches, la taille moyenne des exploitations en France. Allez! Un troupeau, de l'herbe. Ici, rien ne semble avoir bougé depuis des siècles. Mais détrompez-vous, vous allez voir que cette ferme est devenue une usine à produire du lait, comme la plupart des élevages français. Aux commandes, Luc et Florent Merlet, deux frères qui ont repris l'exploitation de leur père. Et chaque jour, ils ont la même inquiétude, contrôler le niveau de leur production. Attends, on va regarder combien qu'il y a. Là, il est à 3900. Ah bah oui, 4000 litres de lait. C'est la production de combien de temps, ça? De 3 jours. 4000 litres en 3 jours, environ 1300 litres au quotidien. Voilà ce qu'ils doivent produire pour être rentables. Et ça, tous les jours de l'année. Voilà. Sauf qu'à première vue, c'est totalement impossible. Pour une raison simple, une vache n'est pas naturellement programmée pour produire du lait en continu. Comme chez les humains, les vaches ne produisent du lait qu'après avoir donné la vie. Luc a donc un impératif a priori impossible à réaliser pour produire du lait toute l'année. Que ces vaches enchaînent grossesse sur grossesse. Il a donc dû forcer la nature. Une fois par an, chacune de ces 70 Montbéliardes est en chaleur. Ah, si c'était le taureau, ça serait fait. Mais ici, aucun taureau à l'horizon. Et pour cause, Luc et Florent ont trouvé une solution beaucoup plus efficace. Lorsqu'ils cherchent un futur papa pour leur vache, comme aujourd'hui, ils le choisissent désormais sur ce catalogue, celui d'une société qui leur vend une solution miracle. Là, il y a le nom des taureaux, et après, on choisit parmi ces taureaux-là, quoi. Cette société ne vend pas des taureaux, mais leurs semences. Dans la plupart des élevages aujourd'hui, les vaches sont inséminées. Et toutes les lignées ne se valent pas. Chaque semence est notée selon des dizaines de critères. Vitesse de traite, fertilité, longévité et même le tempérament. Il y a des animaux comme dans les humains qui sont plus têtus que d'autres. Les éleveurs s'intéressent d'abord à la quantité de lait que produiront les futurs veaux. Bon, au niveau lait, ça reste encore à peu près correct. Et puis... Et pour que leur usine à lait tourne encore mieux, ils peuvent aussi corriger les défauts du troupeau. Aujourd'hui, justement, l'une des vaches en chaleur a des pieds trop courts. Elle est difficile à traire. Heureusement, sur cette liste, il y a un champion de la mamelle. Gonesse. Au niveau de la mamelle, il y a une bonne santé. Mais après, c'est la longueur, la forme, la grosseur. Gonesse est le mieux noté sur la forme de la mamelle. Sa candidature est retenue. Et quelques heures plus tard, il y a un grand événement à la ferme. Bonjour, ça va bien? Les deux frères ont un rendez-vous on ne peut plus important, la visite de Sylvain Garnier. Il travaille pour la fameuse société qui fournit le catalogue, et s'il est là, c'est pour une opération particulièrement délicate. Sylvain, c'est une sorte de super gynécologue pour les animaux. Toute l'année, il passe de ferme en ferme, avec dans sa camionnette les semences de tous ses champions. Sa mission, remplacer le taureau. Donc je chauffe un peu, en fait, c'est pour éviter le choc thermique. La suite se fait au pas de course. Sylvain doit opérer dans les 5 minutes pour que la semence de Gonesse ait toutes ses chances. Donc là, normalement, dans 9 mois... Dans 9 mois, il y aura un vélage. Il y aura un vélage. Ouais. Luc et Florent dépensent 45 € par insémination. Mais ils sont sûrs que dans 9 mois, ces vaches mettront bas et commenceront à produire du lait. Lorsque les petits veaux viennent au monde, nos deux fermiers ne les laissent que 24 heures avec leur mère. Ensuite, ils les nourrissent à la tétine pendant quelques jours. Mais très vite, ils modifient leur alimentation. Et le lait des vaches, c'est nous qui le consommons. Ici, elles passent à la traite 2 fois par jour, matin et soir. Il faut que je mette en route, quoi. Elles produisent en moyenne 19 litres par jour. Et pour que ces machines à lait ne s'arrêtent jamais, les éleveurs les réinséminent juste après la naissance de chaque veau. Avec cette méthode, la production de lait a explosé en France. En 1950, une vache produisait 2500 litres de lait par an. C'est 7500 aujourd'hui, 3 fois plus. Et pour que tout ce lait atterrisse dans nos estomacs,
et que nous le consommions en masse, il va passer par une usine où il va être traité. Vous allez le voir, ces usines cachent des astuces et des secrets que les industriels ne veulent surtout pas dévoiler. Et vous allez maintenant comprendre pourquoi. Tous les 3 jours, un camion-citerne passe chez Luc et Florent, envoyé par l'usine qui achète leur production. Bonjour. Les 4000 litres sont pompés en quelques minutes et mélangés dans ce camion avec celui des autres fermes des environs. Mais surprise, contrairement aux producteurs de viande ou de légumes, ce ne sont pas ceux qui produisent le lait qui en fixent le prix. Ça non, c'est de l'engrais, ça. C'est Marie-France, la femme de Luc, qui tient la comptabilité. Chaque mois, elle reçoit le versement de la laiterie avec le prix du litre fixé par les industriels et la grande distribution. Alors là, vous avez le prix 366,90. C'est ce prix qui est au cœur des tensions entre producteurs et industriels. Chez Lactalis, l'un des plus gros acheteurs de lait en France, le prix des 1000 litres est passé de 360 € l'an dernier à 256 € cette année. 30% de moins. C'est pas rémunéré à sa juste valeur. Et pourtant ce lait, nous l'achetons en moyenne 3 fois plus cher en magasin, 74 centimes le litre. Alors qu'est-ce qui fait grimper la facture? Nous avons suivi sa trace et nous avons été, pour le moins, surpris. Lorsque le camion-citerne a fini sa tournée et qu'il a collecté le lait de toutes les fermes des environs, il le livre à l'usine, la laiterie. Aucune laiterie en France n'a accepté de nous ouvrir ses portes. Alors, nous avons visionné ces images d'archives, pensant y trouver un terrible secret. À son arrivée, le lait est pasteurisé, chauffé dans cette machine qui élimine les micro-organismes. Ensuite, il est écrémé. Dans cette cuve, la matière grasse est séparée puis réincorporée pour faire du lait entier, la bouteille rouge, du lait demi-écrémé, la bouteille bleue, ou écrémé, la bouteille verte. Enfin, il est stérilisé, chauffé à 140 degrés pendant 2 secondes dans ces tubes. On peut ainsi le conserver pendant 3 mois. Ces mêmes techniques sont utilisées dans toutes les laiteries, notamment par les 2 poids lourds du secteur. Sodial avec sa marque Candia et Lactalis avec son lait Lactel. Vous retrouvez leurs briques en rayon, mais juste à côté de ces marques phares, il y en a d'autres, beaucoup moins chères. Alors ce lait-là, est-il vraiment différent? Le rayon lait, les petits producteurs le connaissent parfaitement. Nous retrouvons Luc et Marie-France dans ce supermarché. Voilà. En France, le produit le plus vendu, c'est le lait demi-écrémé, repérable à sa couleur bleue, 80% des ventes. Dans cette gamme, il y a les 2 marques nationales, Lactel et Candia, qu'on retrouve dans tous les magasins. Et à côté, il y a les marques de distributeurs, les MDD, comme cette brique, jusqu'à 30% moins cher. Enfin, il y a les premiers prix qui commencent ici à 65 centimes le litre. Alors, quelle différence y a-t-il entre ces briques? Le moins cher est-il aussi moins bon? Pour trouver qui fabrique ces laits, il suffit de décrypter ce petit ovale, le code INSEE. Il indique le pays, ici FR pour la France, le numéro du département, 36 pour l'Indre, le numéro de la commune et celui de la laiterie. Là, c'est Varennes. C'est simplement là où le lait a été mis en bouteille. Lorsqu'il y a 2 codes INSEE comme ici, ça signifie que la brique peut provenir de l'une des 2 laiteries. Nous scrutons le rayon et, surprise, nous remarquons le même code INSEE sur 2 marques différentes. Les 2 produits proviennent donc de la même laiterie. Une question nous brûle les lèvres. C'est le même lait alors? Bah oui. Ah oui, c'est le même lait. Il y a juste l'emballage qui change quoi. Oui, voilà. Vous avez bien entendu, selon cette productrice, il s'agirait du même lait. Et pourtant, ces 2 produits ne coûtent pas du tout le même prix. 65 centimes pour la brique, 1,02 € pour la bouteille, presque le double. Alors le même lait serait-il vendu à des tarifs différents, sous différentes marques? L'information nous paraît incroyable, mais vous allez voir que cet exemple est très loin d'être une exception. Dans cette grande surface près de Paris, nous dénichons cette brique, une marque nationale vendue 78 centimes d'euros. Dans ce magasin, aucune autre brique n'a le même code INSEE, mais à moins de 100 mètres de là, dans cet autre supermarché, nous dénichons cette deuxième brique, au bouchon bleu,
Une marque de distributeur vendue 72 centimes d'euros, 8% moins cher. En observant les codes INSEE, nous constatons que ces deux briques viennent de la même laiterie, l'une de celles qui a refusé notre caméra. Alors pourquoi cette différence de prix? Le même lait, issu des mêmes vaches, est-il vendu à des tarifs différents? Pour le savoir, nous nous rendons sur place, dans le nord de la France. Voici la fameuse laiterie. Elle appartient à l'un des plus gros industriels français. Un site immense, plusieurs hectares, entouré de grilles et dont l'entrée est surveillée. Notre demande de tournage ayant été refusée, nous filmons en caméra cachée. Bonjour. À l'accueil, nous nous présentons comme des touristes de passage dans la région, passionnés par les laiteries. On voulait juste savoir si c'était possible de visiter ou pas. Non, ça ne s'invite pas. Il y a des périodes de visite et là, non. Pas de visite, mais comme lot de consolation, l'hôtesse nous présente cette vitrine avec toutes les productions du site. La poudre, c'est pas une... Ah, donc c'est que le lait liquide. Uniquement des produits de la marque nationale, pas la moindre trace des marques de distributeurs vendus moins cher en magasin. Il n'y a que les laits de... Ah oui. D'accord. Si, c'est que les laits de la marque... Selon cette salariée, la laiterie ne fabriquerait aucune marque de distributeur comme le produit que nous avons pourtant acheté en grande surface. Merci beaucoup. Une information qui va être immédiatement contredite sur le terrain. En faisant le tour du site, nous apercevons, entreposés devant les bâtiments, au milieu des produits de la marque nationale, d'autres palettes, dont les emballages ne ressemblent pas aux siens. Un lait de marque distributeur destiné à l'Espagne. Mais que se passe-t-il dans cette laiterie? Pour en savoir plus, nous sommes entrés en contact avec l'un de ses salariés. Un homme qui y travaille depuis de nombreuses années et qui connaît bien son fonctionnement. Nous enregistrons la conversation sans lui préciser. Oui, bonjour, je suis journaliste pour la chaîne D8. Les langues se délient plus facilement au téléphone. Nous vérifions d'abord que cette usine de la marque nationale fabrique bien des MDD, marque de distributeur. Est-ce que les laiteries qui font du lait pour les grandes marques peuvent aussi faire du lait pour les MDD? Alors ce lait MDD moins cher est-il le même que le lait standard de la marque nationale? Le salarié nous explique que dans l'usine, toutes ces briques contiennent bien le même lait, sauf lorsqu'il y a sur l'emballage cette mention « ferme sélectionnée ». Quand il n'y a pas écrit ferme sélectionnée, ça veut dire que c'est le même lait que les marques distributeurs. C'est normal. Le même qui est mis dans les briques MDD. Oui, parce que c'est pas marqué ferme sélectionnée, ça peut être du lait normal. Sur notre brique de la marque nationale, aucune inscription ferme sélectionnée. Selon ce salarié, ces deux produits contiennent donc le même lait basique. Le lait serait donc identique entre marque et MDD vendu jusqu'à 30% moins cher. Et cette pratique serait généralisée. C'est ce que va nous confirmer un autre salarié de l'autre marque nationale. Chargé de la collecte, il récolte le lait dans les fermes. Est-ce que vous faites, par exemple, dans la laiterie, aussi du lait MDD? Dans la laiterie, oui, bien sûr, ouais. Il y a du lait MDD. Oui, C'est le même lait que vous collectez? oui, c'est le même lait. Donc dans la collecte, il n'y a pas de différence entre le lait de votre marque et le lait MDD, c'est les mêmes vaches. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Non, il n'y a pas de laiterie, non. Vous avez bien entendu, ce deuxième salarié est formel. Il s'agirait bien du même lait. Nous avons offert un droit de réponse à ces marques nationales qui n'ont pas souhaité s'exprimer. Alors nous avons contacté leur service consommateur. Service consommateur, bonjour. Notre question, comment expliquer la différence de prix entre ces deux produits? Je sais pas du tout parce que ça, nous, on n'est pas informés par rapport à ça et puis on n'a pas ces informations-là de disponibilité. Mais vous êtes le service consommateur? Oui, exactement, mais on n'est pas non plus... c'est plutôt en usine, en fait, qui serait renseigné. Éventuellement, essayer de me renseigner et puis je peux vous rappeler si vous le souhaitez. 2 heures plus tard, nous recevons ce message. Donc, en fait, au niveau des différences, nos laits se collectés en France et il y a aussi notamment la qualité de l'emballage qui sera plus solide. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous rappeler. Au revoir, madame. Il y aurait donc une différence sur l'emballage et surtout sur la qualité du lait qui serait d'origine française pour la marque nationale. Nous avons vérifié ces arguments et la vérité
semble beaucoup plus simple. Nous avons consulté cet homme, pour qui la grande distribution n'a plus aucun secret. Olivier Dauvert. Ce journaliste en a épluché tous les produits, tous les prix, et voilà son analyse. Il est très probable qu'un lait qui arrive d'un éleveur aujourd'hui dans l'usine peut tout à fait terminer dans cette brique ou dans celle-ci de manière indifférente. D'abord parce que le lait est un produit dans le cas présent très standardisé, c'est du lait UHT demi-écrémé, donc c'est le même cahier des charges. Et ensuite parce que dans ce métier de l'embouteillage de briques de lait, ça coûte tellement cher d'arrêter une chaîne, de la nettoyer, de la remplir avec un autre lait pour un autre client que très souvent, les fabricants ont intérêt à produire en très grande série et en fait à ne changer que la brique, tout simplement. Pour ce qui est de l'origine française, Olivier Dauvert est tout aussi formel. Sur notre brique de la marque nationale, elle n'est pas mentionnée. Rien n'oblige donc le fabricant à respecter cette règle. Et ne vous fiez pas au code INSEE, il désigne l'endroit où le lait a été mis en bouteille, pas celui où il a été produit. Mais alors pourquoi la marque nationale coûte-t-elle 8% de plus en grande surface ? Cette brique, elle doit porter quelques dixièmes de centimes pour payer la publicité télé. Celle-ci, non. Donc elle va être moins chère. Celle-là, elle va devoir rémunérer, par exemple, des commerciaux qui, sur le terrain toute l'année, visitent les magasins pour aller vérifier que les produits sont au bon endroit et sont bien placés. Celle-ci, c'est un contrat qui est négocié une fois par an et ça roule tout seul. Il n'y a pas besoin de mettre des commerciaux sur la route, donc on ne va pas les payer. Le comble, c'est que question emballage, selon Olivier Dauvert, ça n'est pas celui de la marque nationale qui coûte le plus cher à fabriquer, mais celui de la MDD, au bouchon bleu. Sans aucun doute, la brique MDD, la brique de l'enseigne, va coûter plus cher, ne serait-ce que parce qu'il y a la présence de ce bouchon qui est plutôt un attribut de praticité pour le consommateur. C'est plus facile à ouvrir, ça se rebouche et accessoirement c'est plus facile à verser. Allez, on va estimer qu'entre ces deux briques, le coût de la brique elle-même va varier de 1 à 2 centimes suivant qu'il y a un bouchon, il n'y a pas de bouchon. Et c'est pas une grosse différence, mais cela dit, il y a une différence. Sur le lait demi-écrémé, il arrive donc que le contenu soit le même entre marque nationale et MDD, alors que les prix sont différents. Aujourd'hui, les industriels mettent tout en œuvre pour gagner un maximum d'argent sur ce produit de grande consommation. Et certains veulent encore augmenter ce profit avec des méthodes ultra radicales. Des méthodes qui peuvent choquer. Nous nous rendons à Drucat, un petit village de la Somme. Ici, un homme a mené une révolution. Il s'appelait Michel Ramery. Décédé il y a quelques mois, il était la 387e fortune française à la tête d'un empire du BTP. Son pari, vendre son lait 30% moins cher. Pour ça, voici l'arme qu'il a développée, la plus grande ferme de France, la ferme des 1000 vaches, une exploitation intensive, unique en France. Septembre 2014, sur ces images amateurs, les premières vaches arrivent discrètement en pleine nuit. Car pendant des mois, des associations de riverains et des écologistes se sont battus pour faire fermer le site. Usine à vache ! Oh non, non ! Manifestations, recours administratifs. Depuis le début du projet, ses opposants se sont mobilisés. Pour eux, ce système intensif produit du lait bas de gamme, avec des animaux enfermés toute l'année, sans sortir. Ce qui choque cet éleveur. En fait, j'arrive pas à réaliser qu'on va mettre des animaux en fait, dans ce bâtiment sur une telle surface. Je n'arrive pas à le concevoir comme un bâtiment agricole, c'est un bâtiment industriel. Malgré cette mobilisation, la production de lait a finalement commencé, avec l'aide des gendarmes. Mais alors, ces craintes sont-elles fondées? Quelles conséquences ce système a-t-il sur la qualité du lait et la santé des animaux? Pour le savoir, nous nous sommes rendus chez un producteur qui a adopté ces méthodes depuis longtemps déjà et qui a accepté de répondre à nos questions. Nous partons à 800 km de là, au sud de l'Allemagne, en Bavière. Au pied de la chaîne des Alpes, nous allons découvrir un modèle de ferme qui n'a plus rien à voir avec les exploitations françaises de 60 vaches. Ici, il y en a plus de 1000 sur 560 hectares. Une ferme géante, la seule du pays qui ait accepté de nous ouvrir ses portes. Les autres nous ont dit craindre les représailles des défenseurs des animaux.
Tu m'as bien dit qu'on avait rendez-vous demain avec le mécanicien. Oui, c'est ça, il vient demain. Aux commandes de cette énorme entreprise, 2 frères là encore, Michael et Martine. Leur famille est installée ici depuis 52 ans. Hommes d'affaires plus que fermiers, ils ont une obsession, l'efficacité. En suivant Michael, nous allons comprendre les méthodes qui permettent de produire du lait beaucoup moins cher. Tous les matins, j'utilise cette machine pour aller chercher le maïs et nourrir les vaches. Pour faire baisser le prix du litre, il faut d'abord produire plus. La plupart de ces vaches sont des Primolstein, surnommées les Formule 1 du lait. Elles donnent en moyenne 9000 litres par an, 20% de plus que les Montbéliardes de nos producteurs français, Luc et Florent. Michael et son frère cherchent aussi à baisser les charges en limitant leurs besoins en main-d'œuvre. Voilà pourquoi ces 1000 vaches vivent à l'intérieur toute l'année et n'ont pas accès aux prairies. Les sortir et les rentrer nécessiterait beaucoup d'employés. Une gigantesque usine à lait, mais à entendre Michael, ce ne serait rien d'autre qu'un paradis pour les vaches. C'est beaucoup mieux pour les vaches d'être ici à l'intérieur. L'hiver, quand il fait froid, elles ont un toit sur la tête. Et l'été, quand il fait trop chaud ici, elles sont au frais. Mieux pour les vaches et surtout plus pratique pour Michael. En restant à l'intérieur, les animaux restent aussi à proximité de la salle de traite. Et pour cette étape aussi, les besoins en main-d'œuvre ont été comprimés grâce à un outil impressionnant. Robert, là-bas, il y a un treillon qui n'est pas branché. Oui, je sais, je vais le faire. Une salle de traite rotative, un immense manège capable de traire 36 vaches en même temps. Environ 400 000 € d'investissement, mais 3 ouvriers suffisent pour traire tout le troupeau 2 fois par jour. Des ouvriers polonais payés 8,50 € de l'heure, 1 € de moins que le SMIC en France. À l'entrée du manège, ils nettoient les pies, puis équipent la vache de treillons. Le tour dure 10 minutes. À la fin, lorsque les mamelles sont vides, les treillons tombent tout seuls, faute de pression. Les ouvriers aspergent les mamelles d'antiseptiques et la vache retourne à l'étable. Pour gérer les cas particuliers sans perdre de temps, le système est informatisé. À l'entrée, un capteur reconnaît chaque vache grâce au collier qu'elle porte autour du cou. Un ordinateur garde ces informations en mémoire. Ce voyant rouge nous indique que la vache a un problème. Elle ne produit pas assez de lait. Avec cette machine, on peut l'enregistrer et régler ce problème plus tard. Elle nous signale aussi lorsque la vache est soignée aux antibiotiques et lorsqu'il ne faut pas mettre son lait dans la cuve. Un système efficace. Près de 25 000 litres sortent chaque jour de cette ferme. Avec un coût de production beaucoup plus bas que chez nos producteurs français. Chez Luc et Florent, par exemple, 1 litre de lait coûte 35 centimes à produire. En ce moment, ça nous coûte autour de 25 centimes de produire 1 litre de lait. Ça dépend du coût des engrais ou des compléments alimentaires. Et on le revend 31 centimes. Le cours a un peu baissé dernièrement. Produire 1 litre de lait coûte à Michael 10 centimes de moins. Et il le revend 31 centimes au lieu de 37 en France. Voilà pourquoi le lait allemand est très tentant pour les industriels français. Et vous allez voir que Michael et sa famille ont un secret pour gagner beaucoup d'argent, même en vendant leur lait moins cher qu'en France. Ils exploitent une autre production de leurs vaches, beaucoup plus inattendue. L'autre activité de Michael, encore plus lucrative, est située juste derrière la ferme. D'immenses bassins, de grands chapiteaux, on appelle cette installation un méthaniseur, et il transforme les bousses de vaches en or. Voilà comment ça marche. Dans chaque bâtiment, le sol est percé, les bouses tombent dans ses fentes, et sous le sol, un canal les emporte.
Sous le sol, il y a des canaux alimentés en eau. Cette eau transporte les bousses de vaches et les rassemble dans une fosse sous le sol. Ensuite, des pompes les envoient vers les méthaniseurs. Pour comprendre la suite, il faut descendre en sous-sol. Ces tonnes de déjection finissent dans d'immenses cuves. Par des hublots, on peut voir ce qui s'y passe. La matière organique se dégrade en l'absence d'oxygène et forme un biogaz, essentiellement composé de méthane. C'est comme la digestion dans le ventre d'une vache. Ce biogaz est ensuite stocké à l'extérieur dans d'énormes ballons sous ces bâches vertes. Il alimente ces moteurs à gaz qui transforment ce méthane en électricité. Et cette électricité, Michael peut la vendre aux grands fournisseurs d'énergie allemands. Là, le moteur produit environ 280 kW par heure. En une seule journée, ce moteur produit l'équivalent de la consommation électrique annuelle d'un foyer français. Voilà pourquoi la méthanisation rapporte une fortune. On a 3 moteurs comme celui-ci. En tout, ils produisent 900 kW par heure et chaque kilowatt nous est payé 20 centimes d'euros. Nous avons fait le calcul. La méthanisation lui rapporte 1,5 million d'euros chaque année. Le plus incroyable, c'est que Michael n'a presque rien à faire. Un rapide contrôle par jour et peu de frais de fonctionnement. Le coût de l'installation, 1,5 million d'euros, a été amorti en 2 ans. Aujourd'hui, selon notre estimation, cette ferme dégage plus de bénéfices sur l'électricité que sur le lait. Des fermes géantes, il y en aurait environ 200 en Allemagne. C'est d'ailleurs dans ce pays qu'au tout début de son projet, Michel Ramery avait organisé un voyage avec des élus français pour les convaincre de l'autoriser à ouvrir sa ferme des 1000 vaches. Alors pourquoi chez nous, ce modèle d'un nouveau genre fait-il aussi peur? Quelles sont les conséquences sanitaires de ce système sur le bétail? Et a-t-il un impact sur la qualité du lait que nous buvons? En France, pour trouver une spécialiste des vaches et du lait, il faut aller à Nantes, à Oniris, l'école nationale vétérinaire. Pourquoi on faisait des examens complémentaires? Est-ce qu'on avait des attentes? Nous y avons rencontré Nathalie Bareil, enseignante et chercheur. Toute l'année, elle et ses élèves visitent des fermes laitières et donnent des conseils aux éleveurs pour améliorer leur installation. Les résultats ne sont pas mauvais. En fait, par rapport à la question qu'on se posait, c'est bien. Oui, mais... Entre deux cours, nous lui avons montré les images de cette ferme géante en Allemagne. Et sa réaction ne s'est pas fait attendre. Elle est sale jusque sur les épaules. Je sais pas comment elles arrivent à se salir jusqu'à sur le dos. Parce qu'elles s'allongent dans des trucs qui sont jamais nettoyés. Pour avoir tourné beaucoup en élevage, j'ai rarement vu ça. Le fait que les vaches soient sales, c'est clairement parce qu'en fait sur les logettes, il y a un peu de litière. Les logettes, ce sont ces petits box où les vaches s'allongent. Pour les garder propres, les éleveurs mettent en général de la paille ou de la sciure de bois qu'ils renouvellent chaque jour. Nathalie Bareil croit savoir pourquoi ici, il n'y en a pas. Avec son méthaniseur, peut-être qu'il ne peut pas en mettre. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on met quelque chose en fait, sur les logettes, on va le retrouver obligatoirement dans les déjections derrière, dans les fosses. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de paille dedans, parce qu'autrement, ça va boucher tout, ça ne va pas marcher. Le méthaniseur, si rentable, serait donc incompatible avec la paille. Le problème, c'est qu'en se couchant dans une litière sale, les vaches peuvent attraper des infections de la mamelle. Infections qu'elles se transmettent ensuite par les trayons dans la salle de traite. Voilà pourquoi les éleveurs utilisent des antibiotiques, comme ces seringues que nous avons vues sur place et qui injectent le médicament directement dans l'épi. Autre problème sanitaire de cette ferme géante, certaines vaches semblent souffrir de boiterie à force de marcher sur du béton toute l'année. Des douleurs aux pattes si aiguës qu'elles déforment leur silhouette. C'est parce que la vache a des lésions sous le pied qu'elle va se mettre en fait, à avoir le dos rond, à boiter. Pour essayer de se soulager, en fait, elle se met dans cette position-là. Mais quand elles sont comme ça, avec un dos rond à l'arrêt, c'est qu'elles sont très mal et que c'est pas d'hier, quoi. Et pourquoi elles ne seraient pas soignées alors? Parce qu'il y a plein de vaches à soigner et qu'en fait, on se retrouve un peu débordé. C'est du temps de travail, quoi. Tout ça, c'est du temps de soin. Boiterie, infection de la mamelle, antibiotiques. Ici, les vaches semblent pâtir de ce système.
Pourtant, selon Nathalie Bareil, cette ferme géante pourrait tout à fait leur convenir. Contrairement aux idées reçues, selon elle, ces animaux ne souffrent pas d'être enfermés toute l'année. Il leur faudrait seulement plus de soins, mais ça signifie plus de main-d'œuvre et plus de dépenses. Petite ou grande ferme pour la vache, ça ne ferait donc pas de différence. Mais que vaut le lait produit dans ces fermes géantes ? La principale différence entre ce modèle industriel et une petite exploitation, c'est souvent l'alimentation des animaux. Allez ! Chez nos éleveurs français, Luc et Florent, le repas des vaches est essentiellement composé d'herbes, 70% de la ration. L'hiver, lorsque l'herbe ne pousse plus, elle est remplacée par ce maïs haché et conservé. On appelle ça de l'ensilage. Dans les fermes géantes, le rapport s'inverse. C'est 70% maïs et 30% herbe. Car le maïs, riche en énergie, permet à la vache de produire plus de lait. Certaines fermes intensives ont même totalement supprimé l'herbe avec une ration 100% maïs. Mais que vaut ce lait ? Le maïs et l'herbe donnent-ils un produit de même qualité ? Et quel impact ce changement de régime a-t-il sur notre santé ? Près de Clermont-Ferrand, sur le plateau du Cantal, Bruno Martin mène l'enquête. Il est chercheur à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, et il s'est posé cette question. Que la vache mange du maïs ou son herbe traditionnelle, quelle différence cela fait-il sur son lait ? En Auvergne, l'INRA dispose de l'outil idéal pour ce genre d'études, cette immense ferme expérimentale. Salut. Salut. Une exploitation grandeur nature, reproduction fidèle des conditions de vie chez les producteurs de lait. Toute l'année, les chercheurs y testent différents régimes alimentaires sur les animaux. On va peut-être aller voir les vaches d'abord au pâturage. Hein ? Pour ces recherches, Bruno a mobilisé une quarantaine de vaches. Il les a divisées en 2 groupes. Le premier est resté dans les prés à brouter de l'herbe. Et donc là, c'est le dernier jour de pâturage, en fait. D'accord. Puis ça a déjà été bien brouté quand même, hein ? Au même moment, dans l'étable, l'autre groupe est soumis à l'autre régime, maïs et concentré de soja, comme dans la plupart des fermes géantes. Elles le mangent bien, là, depuis le début de l'expé. Elles ont mis un peu de temps pour s'y mettre. C'était des animaux qui n'en avaient jamais reçu. Pendant les 4 semaines de l'expérience, la production de ces 2 groupes de vaches est collectée et analysée. Donc ces laits, on va les amener au laboratoire. Et vous allez voir que ces 2 laits n'ont pas du tout le même effet sur votre santé. Au laboratoire de l'INRA, Bruno et ses collègues s'intéressent à leur matière grasse. Ils l'isolent grâce à cette centrifugeuse et analysent les acides gras qui la composent. Certains sont bons pour la santé, d'autres beaucoup moins, comme l'acide palmitique, mauvais pour le cœur. Ces courbes indiquent la quantité de cet acide dans les 2 échantillons. La courbe bleue pour le lait produit avec du maïs, la courbe rouge pour celui produit avec de l'herbe. Le résultat est net, le maïs, c'est plus d'acide palmitique. Cet acide palmitique, il est impliqué dans l'apparition de maladies cardiovasculaires quand il est consommé en excès. Mauvais point pour le maïs, et c'est pareil pour un autre acide gras, lui aussi mauvais pour la santé, les oméga 6. Là encore, la courbe bleue s'envole. S'ils sont consommés en excès, ils peuvent avoir un rôle dans l'apparition de l'obésité. Obésité, problème cardiovasculaire. Le maïs, c'est donc plus de mauvais acides gras, et lorsqu'ils sont bons, c'est l'inverse. Voici les courbes des oméga 3. Cette fois, c'est l'herbe qui passe en tête. Si on consomme beaucoup d'oméga 3, ça permet de diminuer l'apparition des maladies cardiovasculaires. La conclusion, c'est qu'il faut que les vaches mangent de l'herbe, quoi. On peut vraiment conclure ça, oui. Problème sur les briques et les bouteilles aujourd'hui, impossible de savoir si la vache a mangé de l'herbe ou du maïs. Et ne vous fiez pas à la jolie prairie verte sur l'étiquette. En France, selon l'Institut de l'élevage, 50% du lait est déjà produit avec une proportion importante de maïs. Les fermes géantes risquent d'accélérer ce phénomène. Alors on l'a vu dans le reportage, le lait est un produit plutôt basique qui fait partie de la famille des produits entre guillemets naturels. Et aujourd'hui dans l'alimentaire,
l'envie de manger des produits naturels, des produits sains, n'a jamais été aussi forte. Et ce qui symbolise le plus cette tendance, c'est évidemment le bio. La demande en produits bio augmente de près de 10% chaque année. 10% chaque année, c'est énorme. Parmi les raisons qui expliquent ce succès, il y a évidemment les scandales alimentaires de ces dernières années. Mais il y a aussi un autre phénomène, celui de la baisse massive des prix des produits bio qui sont aujourd'hui vendus dans la grande distribution. Mais alors, comment sont-ils fabriqués et sont-ils aussi bio qu'on veut bien nous le faire croire? Réponse avec cette enquête de Beryl Chomail. Dans cet immeuble en région parisienne, une famille tout entière est devenue accro à une nouvelle tendance. Ouais, voilà, ça fait juste 800, c'est bon, parfait. Il y a maintenant 1 an, Stéphane Pierrat et son fils Florian ont adopté un régime alimentaire très strict qu'ils respectent à la lettre. Donc là, c'est 5... 5 secondes à vitesse 5. Ces nouveaux ingrédients, ils en mettent à toutes les sauces, dans le caviar d'aubergine, les hamburgers maison ou la tarte aux prunes. J'ai peur que la pâte soit pas très... Mais c'est bon, ça, c'est mangeable. C'est mangeable, et cette nouvelle discipline alimentaire tient en seulement 3 lettres. B-I-O. Le poulet en bio, et des chipolatas, tout ce qui est fruits et légumes en bio, donc carottes, courgettes. Donc là, j'ai tout ce qui est fromage et laitage, également du jus de fruits qui est également bio, du pain et transformé bio aussi, oui. Chocolat qui est également bio. Du bio partout, jusqu'au ketchup et aux infusions. Toute la famille s'est convertie l'an dernier, convaincue que ce mode de vie est meilleur pour la santé. Le bio, on s'imagine qu'il y a moins d'additifs, moins de substances toxiques dans les aliments qui peuvent se retrouver après quand on les consomme. Donc c'est des produits plus sains. Manger sainement est devenu une obsession. Florian, 16 ans, s'est même procuré un appareil high-tech un peu étrange qui se branche directement à son téléphone portable. Une petite sonde qui contrôle le taux de pesticides. Donc à planter là, et normalement on appuie sur commencer. C'est bon, c'est organique, donc c'est bio, donc il n'y a pas de problème. De nouvelles habitudes. Bah à table alors, hein. De nouvelles saveurs aussi, parfois inattendues. Et cette aventure, les Pierrat sont très loin d'être les seuls à la vivre. Cidre bio. Oui. Comme eux, des millions de Français se convertissent au bio. Il faut dire que ces produits réputés bons pour la santé viennent de vivre une véritable révolution. En France, de plus en plus de produits bio atterrissent dans vos caddies. Un marché en pleine croissance, plus de 5,5 milliards de chiffre d'affaires l'an dernier, 2 fois plus qu'il y a 6 ans. Et tout le monde s'y met, plus de 6 Français sur 10. Car aujourd'hui, le 100% naturel est à prix cassé. Carrefour, Leclerc, Super U, la grande distribution a envahi le marché. Sa stratégie, du bio moins cher à la portée de tous avec des publicités alléchantes, certains produits parfois à moins de 1 euro. Tomates sans pesticides, œufs sans OGM, volailles élevées en plein air, presque 2 fois moins cher que dans les magasins spécialisés. Mais dans ce domaine, peut-on réellement baisser les prix? Quelles sont les méthodes de la grande distribution? Que vaut vraiment le bio à prix cassé? Nous avons voulu savoir si ces promesses étaient vraiment tenues et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Il n'y a qu'à pousser la porte des grandes surfaces, comme celle-ci près de Paris, pour s'en rendre compte. Aujourd'hui, le bio se glisse un peu partout dans les supermarchés. Ici, il a même son propre rayon qui trône en plein cœur du magasin entre 2 autres très fréquentés, le café et les yaourts. Inexistant il y a encore 5 ans, il compte plus de 300 références. Chocolat, confiture, thé ou café, légumes en conserve ou soupe, de quoi préparer un repas tout entier. Et pour le consommateur qui ne viendrait pas au bio, c'est le bio qui vient à lui. Avec des produits disposés un peu partout dans les rayons traditionnels. Exemple, au rayon pâtes, au rayon jambon, au rayon rillettes.
Mais alors, comment les supermarchés ont-ils réussi à séduire les consommateurs? Pourquoi est-ce que vous achetez du bio en supermarché? C'est vraiment un souci de santé et c'est un petit peu moins cher que les magasins spécialisés. Voilà le message des supermarchés. Aujourd'hui, le bio est moins cher qu'avant. Moins cher que dans les enseignes spécialisées. Nous avons fait le test en faisant les courses à gauche dans un magasin 100% bio, à droite dans une grande surface. Nous achetons des produits équivalents et très consommés. Des œufs, des yaourts, du chocolat, de la moutarde et du café. Résultat des courses, 15,07 € pour le magasin bio. 6,17 € pour le supermarché, plus de 2 fois moins cher. Des tarifs incroyablement bas que l'on retrouve dans tous les rayons consacrés au bio, notamment l'un des plus fréquentés, les fruits et légumes. Mais alors comment les supermarchés peuvent-ils pratiquer de tels prix? Nous nous en sommes rendus compte, offrir des produits bio aussi peu chers, c'est en principe mission impossible. Dans le Lot-et-Garonne, à Saint-Sylvestre-sur-Lot, nous avons rencontré des spécialistes du bio. Une famille qui vit ici depuis plus de 50 ans, la famille Verger. Ça ne s'invente pas. Guillaume, le fils aîné, est un spécialiste des légumes. Et vous allez voir que cette discipline transforme son quotidien en vraie galère. Voilà son domaine, 2 hectares et une dizaine de serres dans lesquels il fait pousser une grande variété d'herbes aromatiques et de légumes qu'il bichonne tous les matins. Ici, on a aubergines, poivrons derrière. Il y a de la ciboulette, des épinards et de la coriandre. Guillaume est plutôt du genre silencieux et concentré. Et pour cause, son métier est semé d'embûches. Pour s'en rendre compte, il suffit de le suivre dans sa serre de tomates. Des espèces anciennes, rares et très fragiles. Ça, c'est les jaunes ananas. Ici, il y a des noirs de Crimée. Ça, c'est les cornus. Et il y a toujours un peu des déformés, des trop petites. C'est des tomates anciennes, donc c'est une tomate qui a du goût, quoi. Dans une serre comme celle-ci, Guillaume doit faire pousser 5 tonnes de tomates par an. Mais il n'est jamais certain d'y parvenir, pour une raison simple. En bio, les produits chimiques sont formellement interdits. Résultat, tout est plus compliqué. Et ça, dès le début, lorsqu'il doit faire pousser ses pieds de tomates, pas question d'utiliser des engrais chimiques. Guillaume achète ce fumier chez son voisin, éleveur de bétail. C'est de la bouse de vache avec les excréments de la vache mélangés avec de la paille. Guillaume doit mélanger des tonnes de déjection et de paille pendant des heures et attendre 6 mois qu'elle se transforme en engrais. Beaucoup de travail et d'argent, il dépense 1 300 € par an pour ce fumier. Et pour l'épandre sur ses terres, il loue un tracteur, 700 €. Rien à voir avec les maraîchers classiques. Ah ben eux, ils mettent des engrais chimiques, hein. C'est beaucoup plus facile à épandre, c'est un sac qu'on vide, on épand comme ça, et puis voilà. Là, il y a beaucoup de main-d'œuvre, il y a beaucoup de manutention. Les engrais chimiques lui coûteraient 3 fois moins cher et le fatigueraient beaucoup moins. Et c'est pareil pour les mauvaises herbes. Ici, pas d'herbicides chimiques, tout se fait à la force du poignet et du râteau, plusieurs heures par jour. Et en plus de ce travail de forçat, Guillaume doit ouvrir l'œil en permanence et protéger ses tomates contre un ennemi redoutable. Un ennemi presque invisible qu'il traque sans relâche, les insectes ravageurs qui s'attaquent à toutes ces plantations. Ici, j'ai du puceron, voilà. J'ai les fourmis avec. Vous voyez, les petits trucs noirs, là, toutes ces petites bêtes noires qu'il y a sur la tige. Donc après, ça se propage dans la serre. Des pucerons capables d'anéantir une serre en quelques semaines. Et bien sûr, les insecticides chimiques sont interdits. La seule solution pour Guillaume tient dans cette boîte de pop-corn. Des coccinelles. Alors, on va lâcher les adultes et les larves aussi, hein, pour se nourrir. Hop là, il n'y a qu'à sauter, voilà. Et là, elles vont
aller manger. Elles vont manger donc les pucerons. Voilà. Ces coccinelles, Guillaume en achète pour 100 € par an. Pas de quoi se ruiner, seulement voilà, cette solution est beaucoup moins efficace que les insecticides. En se passant des produits chimiques, il fait pousser beaucoup moins de tomates que les maraîchers traditionnels. Nous, on fait 15 kilos par pied de tomates et en hors-sol, ils font 40 kilos par pied. C'est énorme. C'est énorme, ouais. 60% de tomates en moins. Voilà pourquoi le bio coûte beaucoup plus cher à produire. Les pertes sont colossales. Sans compter les autres contraintes, comme déplacer sans cesse les cultures pour ne pas appauvrir les sols, ou ne pas épuiser les réserves d'eau, quitte à perdre la production en période de sécheresse. Bref, respecter l'environnement. Condition incontournable pour décrocher ce label bio européen. Grâce à lui, Guillaume vendra sa production sur les marchés ou dans les magasins spécialisés beaucoup plus cher qu'en grande surface. Un petit peu de tomates cerises et des courgettes. Ces légumes atterriront dans l'une de ces enseignes 100% bio. Les plus connues s'appellent Naturalia, La Vie Claire ou Biocop. Vous y trouverez les tomates anciennes de Guillaume, autour de 6 € le kilo. Moi, je le fais parce que je pense que c'est meilleur pour la santé, et la santé, ça n'a pas de prix. Donc, je préfère faire des sacrifices sur d'autres choses que sur la nourriture. La nourriture, c'est trop important. Mais des consommateurs qui peuvent s'offrir des produits à ces prix-là, il n'y en a pas beaucoup. Voilà pourquoi, il y a encore quelques mois, la presse critiquait un bio trop cher, 72% plus cher que les produits traditionnels, un marché qui serait réservé aux riches. Désormais, c'est terminé. Dans les supermarchés aujourd'hui, le prix des tomates bio a fondu. C'est quasiment le même que les tomates classiques. Ce géant de la distribution les vend 3 € le kilo, 2 fois moins cher que celle de Guillaume Verger. Et c'est pareil pour les courgettes ou les concombres. Alors d'où viennent ces fruits et légumes? Que valent-ils vraiment? Et sont-ils réellement cultivés avec les mêmes méthodes bio? Pour le comprendre, nous nous sommes intéressés à un produit très consommé, le citron. Nous en avons trouvé à 1 € les 4, 40% moins cher qu'en magasin spécialisé. Alors nous avons décidé de remonter la filière. Pour cela, il faut aller au sud. Quitter la France, quitter l'Europe et atterrir au sud du Maroc, à Marrakech. Dans cette région aux portes du désert, le climat est idéal pour la production d'agrumes. Orange, mandarine ou citron, c'est la spécialité de la ville rouge. L'exploitation qui nous intéresse se trouve à 15 km au sud de la ville. La voici, 11 hectares d'oliviers et de citronniers. Tous ces produits bio termineront dans les rayons de nos grandes surfaces. 5 ouvriers travaillent ici en permanence. Salaire moyen, 150 € par mois, 10 fois moins que le SMIC. Un premier avantage sur la France. À la tête de cette exploitation, cet homme à la casquette blanche qui inspecte ses arbres un par un, il s'appelle Mohamed Ben Hakem. Et ce jour-là, il a un rendez-vous très important. Salam alaikum. Cette femme qui lui rend visite représente la plus grosse société d'import-export d'agrumes du Maroc. Une filiale de la société française Pro Natura qui fournit tous les géants de la distribution. Carrefour, Auchan ou Monoprix. Elle doit leur livrer 15 tonnes de citron et veut savoir si sa commande est prête. Où en es-tu de ta production de citron? Ça a l'air mûr. On peut les exporter? Non, ce n'est pas encore tout à fait mûr. Les citrons seront prêts dans quelques semaines. Mais qu'en est-il des méthodes de production? Ce jour-là, devant notre caméra, ce n'est pas ce qui va l'intéresser. Nous avons cherché à savoir si ces méthodes bio étaient bien conformes à celles qu'on imagine en France. Et en poussant notre enquête, nous avons été pour le moins surpris.
D'abord, sur ces arbres, nous remarquons des feuilles rongées par des insectes. C'est la mineuse, c'est les dégâts de la mineuse. La mineuse, c'est quoi? C'est un insecte? Oui, c'est un insecte qui attaque les feuilles des agrumes, généralement. La mineuse, une petite chenille très vorace et difficile à combattre. Il y a des traitements biologiques. Mais pour les plantations de cet âge, pas besoin même de le traiter. Pas besoin. Nous demandons quand même à voir ces traitements biologiques. Le propriétaire accepte et va chercher un bidon dans cette remise. Ici, plus rien à voir avec le système de Guillaume Verger, les petites coccinelles inoffensives. Cette fois, l'objectif, c'est l'efficacité. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Nemix, insecticide biologique contre le pou, contre la cératite. On peut voir? Non, dès que tu l'ouvres, il faut l'utiliser. Le Nemix, autrement appelé l'huile de Nêmes, est un produit très puissant, redoutablement efficace. C'est inscrit sur la notice. Il est obtenu à partir des graines d'une plante, le margousier, et sa molécule, l'azadiractine, tue non seulement la mineuse, mais aussi tous les insectes en perturbant leur système hormonal. L'agriculture biologique est pourtant censée protéger la biodiversité et certaines espèces comme les abeilles, qui en butinant assurent la survie de 80% des plantes à fleurs. Voilà pourquoi l'usage de ce produit est strictement interdit en France, où la réglementation est formelle. Aucun produit phytopharmaceutique, ni aucune matière fertilisante à base d'huile de Nêmes ou de sa substance active, l'azadiractine, n'est autorisée. Leur mise sur le marché constitue même une infraction passible de suites judiciaires. Au Maroc, en revanche, le Nemix est autorisé et il est légal d'importer ces citrons en France. De quoi faciliter le travail de ce maraîcher, notamment pour protéger ses arbres les plus jeunes. La parcelle, c'est la parcelle des citronniers, petits citronniers. D'accord. Et donc c'est là où c'est un peu plus dangereux qu'il y ait le nuisible... La mineuse. Ouais. Et sur cette plantation de citrons commercialisée en France, le Nemix n'est pas la seule entorse à l'esprit du bio. Nous allons le comprendre en demandant la provenance du bruit sourd qui nous accompagne depuis le début de notre visite. C'est quoi le bruit qu'on entend? L'espèce de ronronnement là? C'est le bruit d'un moteur de l'irrigation. De forage. Forage. D'accord, forage. Au milieu de l'exploitation, dans ce bâtiment, une pompe puise l'eau à 160 mètres de profondeur et la stocke dans ce bassin. Le seul moyen dans cette région désertique d'irriguer les 11 hectares de plantation au risque de vider les nappes phréatiques. Mais il faut forer à combien de mètres? Ici, c'est à 60 mètres. Auparavant, il pompait l'eau, elle était à 20 mètres, 20-25 mètres. Et il y avait 30 ans, au plus. Et maintenant, l'eau, elle descend, donc la nappe... Est-ce que ça a épuisé les nappes phréatiques? Bien sûr, ça épuise. C'est vrai, je le vois bien. L'eau ici devient de plus en plus rare. Vous avez bien entendu, ce propriétaire a dû creuser 130 mètres en 30 ans pour aller puiser de l'eau. La Charte européenne du bio l'affirme pourtant dans son premier paragraphe. La production biologique est un système qui allie les meilleures pratiques environnementales et la préservation des ressources naturelles. Au Maroc, l'eau est devenue un enjeu majeur. Selon l'Organisation des Nations Unies, le pays sera touché par une grave pénurie d'ici 2025. Sur cette question sensible, nous décidons d'interroger le gouvernement marocain. 2014 a été décrétée année du bio au Maroc. Nous profitons d'une opération communication organisée dans le nord du pays pour rencontrer Alal Chiban, le responsable de la filière biologique au ministère de l'Agriculture. Étonnamment, il reconnaît que ces exploitations sont parfois loin des valeurs du bio. Le fait que ça épuise encore plus les nappes phréatiques dans une région semi-désertique, Exactement. c'est pas aussi une entorse aux valeurs bio? Bien sûr, bien sûr. Et je pense même qu'on n'aura plus l'eau pour faire l'agriculture. Donc il faut penser dès maintenant aux cultures moins exigeantes en eau. L'homme politique promet des efforts, mais le pays a d'autres priorités.
Mais jusqu'à maintenant, je crois, pour les légumes, on continue à produire, étant donné qu'ils créent la main-d'œuvre, l'apport de devises. Des devises, des emplois. Au Maroc, l'agriculture biologique fait vivre 9000 permanents et des milliers de saisonniers. Au final, ces produits bio marocains sont donc vendus dans nos supermarchés sans répondre aux mêmes contraintes qu'en France. Nous avons contacté le siège social de la société ProNatura qui fournit ces citrons au géant français de la distribution. Et nous avons reçu sa réponse par mail. Elle rappelle que le Nemix est autorisé en bio au Maroc et que rien n'interdit de commercialiser des fruits et légumes qui, dans leur lieu d'origine, ont nécessité l'usage de sa substance active, l'azadiractine. Quant au pompage des nappes phréatiques, elle précise que la culture d'agrumes est une culture ancestrale au Maroc et que les méthodes de culture bio sont généralement moins consommatrices d'eau. En France aujourd'hui, 80% des fruits et légumes bio vendus en grande surface viennent de l'étranger. Tunisie, Mexique ou Maroc. Alors comment s'assurer que ces produits sont vraiment bio? Y a-t-il des contrôles et si oui, comment sont-ils réalisés? Nous poursuivons notre enquête au sud, à Biougra, 26 000 habitants, le chef-lieu de la région du Souss. Une terre aride, sèche, aux portes du désert. Soleil de plomb toute l'année. Ici, la spécialité, ce sont les légumes. Chaque mois, des tonnes de légumes bio marocains partent vers l'Europe. Aucune exploitation de la région n'a accepté de nous ouvrir ses portes. Alors nous avons décidé de nous y rendre en caméra cachée. Bonjour. Bonjour. On cherche une ferme comme ça qui fait du bio. Oui. Tout ça, c'est bio. Oui, oui. Nous nous faisons passer pour des acheteurs potentiels. Le responsable de l'exploitation nous explique alors ses tarifs. Manifestement, il exporte bien vers la France. Perpignan. On peut regarder à l'intérieur? D'accord. Super. Tomate et le sabre. T'as ces tomates... Mille de Mexico, petite. D'accord. Tomates, courgettes, poivrons ou piments, une centaine d'hectares de serre au total, 50 fois plus que chez Guillaume Verger. Nous y croisons de nombreux ouvriers agricoles. Ah, il y a un monsieur qui travaille. On peut aller voir? Oui, d'accord. L'air de rien, nous cherchons à savoir comment ces exploitations intensives réussissent à remplacer les produits chimiques, comme les engrais par exemple. Il faudrait ici des tonnes de fumier comme celui qu'utilise Guillaume Verger. C'est quoi comme engrais? Vous savez pas? Ouais, je sais pas. Non, c'est... Pas de réponse pour les engrais, alors nous nous intéressons aux insectes ravageurs, pucerons et autres nuisibles que notre maraîcher français combat avec ses coccinelles. Cette fois, la réponse est à nos pieds. C'est quoi ce qu'il y a le rond là, jaune fluo? Soufre mouillable. Soufre? Soufre. D'accord. Du soufre, dans une autre serre, un sac entier est encore sur place. Soufre trituré et ventilé. Oh. Le soufre est autorisé en bio, y compris en France. Très efficace, il élimine les ravageurs et les champignons. Mais c'est un produit hautement toxique. Le Code du travail français prévoit que les ouvriers doivent mettre des gants et des protections avant de l'utiliser. Ah, c'est comme ça que vous faites? Les chenilles. Ah, ok, ça les empêche d'arriver, les chenilles. Sur l'emballage d'un produit français identique, voici la dose prescrite. 20 kg par an et par hectare pour une serre de concombre comme celle-ci. Sur ce point, nous avons interrogé un spécialiste de l'agriculture biologique. Daniel Izard, qui toute l'année conseille des producteurs bio. Il est formel, dépasser ces doses peut causer de graves dégâts sur l'environnement. Les insectes qui volent avec des ailes, quand il y a du soufre, eh bien, quand elles vont sur la plante, il y a du soufre qui se met sur les ailes et après ça les empêche de voler.
Et si on en met en quantité inconsidérée, incontrôlée et de façon fréquente, le sol, petit à petit, au fil du temps, va perdre de sa fertilité. Voilà pourquoi, selon ce spécialiste, les maraîchers bio dépassent rarement 6 applications de soufre par an. Et vous en mettez combien tous les jours? Non. Non? Un mois, comme ça. Un mois? Tous les mois? Et les mois. D'accord, ouais. Chaque mois un petit peu. Chaque mois un petit peu. Du soufre une fois par mois, a priori 2 fois plus que la limite prescrite. Mais l'employé reste assez vague, alors difficile de savoir si les pratiques de cette exploitation sont conformes aux règles strictes du bio. Bon, bah merci beaucoup. Voilà pourquoi les contrôles sont indispensables en bio pour garantir de bonnes pratiques. D'autant que dans cette région du Maroc, les exploitations bio intensives sont très nombreuses, le long des routes, des kilomètres et des kilomètres de serre. Murs de terre, grillages, ces entreprises sont aussi gigantesques qu'inaccessibles. Perchées sur le toit d'un voisin, nous découvrons l'une d'entre elles, des entrepôts et des serres à perte de vue. Alors qui la contrôle et comment? Encore une fois, nous nous présentons sur place en caméra cachée. Bonjour. On cherche... Nous prétextons toujours être des acheteurs français et demandons à visiter l'entreprise dans l'espoir d'en savoir plus sur les produits utilisés. Mais cette fois, les serres sont inaccessibles. Malheureusement, les responsables que j'ai contactés sont occupés, désolé. Nous avons quand même le temps de repérer à l'intérieur, affiché dans le hall, le certificat bio. Il est délivré par EcoCert, le leader européen qui détient à lui seul 70% du marché de la certification. Alors comment se passent ces contrôles? Nous demandons au responsable technique s'il utilise du soufre ou d'autres produits chimiques, comme le cuivre, qui peuvent être dangereux. Nous, on a une liste interne. Le soufre et le cuivre sont des produits de surface. Pour les autres, ce sont des produits systémiques. C'est-à-dire qu'ils pénètrent le produit, ils sont un peu dangereux pour eux. C'est pas dangereux, mais c'est leur accumulation qui est dangereuse. Ouais, pour les sols, c'est pas bon. Ouais. Et aussi pour le consommateur. Des produits dangereux pour le consommateur. Alors comment cette exploitation est-elle contrôlée? Le responsable nous explique recevoir une visite d'EcoCert chaque année au moment de la remise de son certificat. Mais cette visite est annoncée à l'avance. Les contrôles surprises, eux, sont beaucoup plus rares. 2012, c'est ça. Il y a 2 ans, ils ont fait ça? Oui. Et en 10 ans, ils sont venus combien de fois par hasard? C'est 10 ans. De 2002 à 2010. Ah ok. Mais on est toujours prêts. Une visite surprise tous les 10 ans, pas vraiment dissuasif. Nous avons essayé de suivre ces contrôles, mais nos demandes ont été refusées. Nous avons donc décidé de nous rendre au siège marocain de la société EcoCert. Ce jour-là, nous n'y trouvons personne, mais réussissons à joindre son responsable par téléphone. Allô? Nous lui racontons ce que nous venons d'apprendre. Pour les visites inopinées, ils en avaient une tous les 10 ans. Une en 2002 et une en 2012. C'est normal? C'est pas juste ce que vous annoncez là. Ah bon, c'est pas vrai? C'est pas vrai ce que vous annoncez là. Il y a des contrôles inopinés qui se font. Le contrôle surprise et inopiné, c'est pas forcément tous les ans. Ça peut être une fois tous les 10 ans, c'est possible. Non, tous les 10 ans, c'est pas possible. D'accord. À plusieurs reprises, nous avons demandé à suivre les contrôles d'EcoCert au Maroc, en Europe et en France. Demande à chaque fois refusée. En France, ces fruits et légumes marocains se retrouvent dans nos supermarchés. Il y aurait donc des produits plus bio que d'autres, difficile de s'y retrouver. Pour rassurer les consommateurs, les industriels indiquent de nouvelles mentions sur leur production. Drapeau tricolore ou Origine France. Mais ce bio Made in France est-il toujours une garantie de qualité? Nous nous sommes intéressés à d'autres produits très consommés en bio, les volailles.
Dans ce domaine, la grande distribution qui a besoin d'énormes volumes fait appel à de grosses coopératives. Elles s'appellent Terrena, Terre du Sud ou Maïsadour. Aucune n'a souhaité nous recevoir. Encore une fois, notre enquête se poursuit en caméra cachée. Quelque part dans le sud de la France, nous allons rencontrer l'un de ces producteurs qui fournit un géant de la distribution en poulet bio. Au bout de cette route, une énorme installation, pas moins de 12 bâtiments, nous avons fait croire aux responsables que nous voulions nous lancer dans la volaille bio. Bonjour. C'est super grand. Vous voulez voir? Ouais, je veux bien voir, ouais. Mais alors, c'est bio ou pas? Ah oui, tout est bio. Tout est bio ici. L'éleveur nous guide à travers son exploitation et nous découvrons ses hangars, les uns à côté des autres. Au total, 12 800 poulets grandissent ici. Pas franchement ressemblant à l'image sur l'emballage où l'on peut voir un poulet tout seul au milieu d'une belle prairie verte. Cette entreprise n'a plus grand-chose à voir avec les petits élevages bio d'il y a encore une quinzaine d'années. Dans ce reportage d'un journal télévisé diffusé en 2003, voilà à quoi ressemblaient ces poulaillers. À l'époque, l'agriculture biologique était encadrée par le cahier des charges français. La taille des bâtiments était limitée à 400 mètres carrés. Et les éleveurs devaient se creuser la tête pour soigner leurs animaux, car les soins étaient strictement limités. Ce sont des médicaments homéopathiques. On a le droit seulement à ça en biologie. Le cahier des charges français prévoyait en effet qu'aucun médicament ou traitement antibiotique ne soit autorisé pour les volailles de chair. Mais voilà, aujourd'hui tout a changé. Dans les années 2000, la grande distribution s'est lancée dans le bio et elle a eu besoin d'énormes volumes. La profession a dû s'adapter et les élevages bio sont devenus beaucoup plus grands. Aujourd'hui, les tout petits éleveurs, ils ont tous disparu. Il y a des sites beaucoup plus importants. Hein. Moi, je connais, j'ai des copains qui ont des sites à 20 et 25 000. Quoi. Dans ces élevages bio industriels, la taille des poulaillers n'est plus limitée. Et comme en élevage, la concentration d'animaux favorise la transmission des maladies. Il a aussi fallu lever une interdiction. Les antibiotiques, c'est autorisé en bio? Oui, avec un antibio, dans les 24 heures, c'est réglé. Même si on le prend un petit peu en retard. Antibiotiques, élevage intensif, en bio, tout a changé en 2009. La réglementation française a été remplacée par la réglementation européenne. Une réforme qui a fait couler beaucoup d'encre, les puristes du bio dénonçant une nouvelle réglementation plus laxiste que la française et craignant la mise sur le marché de produits moins bio, ce que notre éleveur reconnaît à demi-mot. Aujourd'hui, c'est la conjoncture, je ne dis pas qu'on évolue dans le bon sens, mais sur une exploitation aujourd'hui, comme dans n'importe quelle entreprise, qui n'avance pas, recule. Avancer, pour cet éleveur, ça signifie produire pour la grande distribution, quitte à assouplir les règles. Ces nouvelles normes européennes, plus souples, ont en tout cas atteint leur but. Le marché a explosé. Et la France est le premier producteur de poulet et d'œufs bio en Europe. Mais cette production intensive pose aussi un autre problème. Car tous ces animaux, avant de les vendre, il faut les nourrir. Et pour qu'ils soient bio, il faut que leur nourriture, elle aussi, soit bio. Alors est-ce vraiment le cas? Et tous les éleveurs peuvent-ils le certifier? Guédonnet, en plein cœur de la Bretagne. Depuis 25 ans, Philippe-André Richard produit des œufs bio. Et il est du genre méticuleux, aucun détail ne lui échappe. Yvette, elle n'est pas marquée celle-là. Philippe-André met un point d'honneur à ce que ses œufs soient de la même qualité qu'avant 2009, lorsqu'il respectait le cahier des charges français. Mais aujourd'hui, sa production a explosé. 15 millions d'œufs sortent chaque année de ses entrepôts. Et plus de la moitié est vendue en grande surface. Voilà. Ce sont les deux marques sous lesquelles nous distribuons nos œufs. Vous pouvez les trouver chez Intermarché, Casino, Leclerc, Super U. Ce sont deux marques différentes, mais c'est le même œuf.
Nous avons visité le poulailler de Philippe André, à 2 km de son usine. Et au cours de cette visite, nous allons découvrir le problème qui lui donne des sueurs froides. Pourtant, il respecte à la lettre le nouveau cahier des charges européen. L'ancienne réglementation française le limitait à 6 000 poules. Il en a 9 000 aujourd'hui. Ces volailles vivent ici sur plusieurs étages, avec un accès au champ par ces petites trappes. Il y a un domaine dans lequel Philippe André va même au-delà des nouvelles règles européennes, l'alimentation de ces animaux. Avant 2009, il devait en produire au moins 40% sur son exploitation. Cette obligation a disparu, mais Philippe André se l'impose quand même. Il veut être sûr que la nourriture qu'il donne à ses poules est bien bio. Alors voilà, ça c'est du maïs que nous produisons et qui va ensuite être concassé pour être donné aux poules pondeuses. Et c'est bio. Et c'est bio. Du maïs et d'autres céréales que Philippe André cultive et livre à une fabrique d'aliments. Il les récupère une fois concassés et les sert à ses poules 3 fois par jour. Il y a environ 6 céréales qui rentrent dans la composition de l'alimentation, plus de la févrole, plus du pois. On a toujours voulu avoir des matières premières d'origine française. Une alimentation 100% française, enfin presque. Car même Philippe André, aussi méticuleux soit-il, ne peut pas tout maîtriser. Dans ce mélange, il y a un ingrédient qu'il ne produit pas lui-même. Un ingrédient qui est même quasi introuvable en France, mais indispensable à la poule pondeuse et qui représente 15% de son alimentation, le soja biologique. La fabrique d'aliments le rajoute, c'est écrit ici. Alors le soja, c'est un des éléments sur lequel effectivement on bute aujourd'hui dans la filière animale. Voilà, on apporte les garanties sur les céréales. Notre point faible, comme à toute la filière, c'est le soja, c'est clair. Et le vôtre, vous savez d'où il vient? Alors le nôtre vient en partie de l'Union européenne et aux dernières nouvelles, j'ai appris qu'il y en avait une partie qui provenait d'Inde. Et ça ne nous donne pas satisfaction, on va travailler sur le dossier. Ce soja biologique, c'est un vrai casse-tête pour Philippe André. Il en pousse très peu en France et les éleveurs sont obligés de l'acheter à l'étranger. Mais pour eux, ces aliments bio importés d'Inde, du Brésil ou de la Chine, c'est une inquiétude permanente. Difficile de garantir qu'ils sont vraiment bio et ils sont à l'origine d'une mésaventure qui a fortement ébranlé l'agriculture biologique par le passé. À Plumieux, toujours en Bretagne, nous rencontrons l'une des victimes de cette douloureuse histoire. Comme tous les matins, André Flageol, l'un des pionniers français de l'agriculture biologique, s'occupe de son potager et de ses céréales. Il y a 4 variétés. Il y a du blé, du triticale, du seigle, févrole. Ces mélanges céréaliers, je m'en servais pour nourrir mes porcs. Car André est éleveur de porcs bio, ou plutôt, il l'était. Lui aussi produisait une grande partie de la nourriture de ses animaux, mais malgré ça, son quotidien a viré au cauchemar. Est-ce que tu peux venir un petit peu en haut, là? Tu viens, hein? Installé ici depuis 30 ans, lui et sa femme commençaient toujours leur journée de la même manière, en parcourant les quelques mètres qui séparent leur maison de la porcherie. Mais aujourd'hui, les animaux ont disparu. Ici, avant, il y avait 4-5 truies avec leur porcelet. Hein? Elles avaient mis bas dans chaque coin du bâtiment. Il n'y a rien de plus triste qu'un bâtiment d'élevage où il n'y a plus d'animaux. Mais il n'y a plus de vie? Non, il n'y a plus de vie, voilà. Ces souvenirs, c'est tout ce qui leur reste. André et sa femme sont ruinés. 200 000 € de dettes. Leur tort, avoir nourri leurs animaux avec du soja biologique d'importation. Cette terrible histoire commence en 2007. À l'époque, voilà à quoi ressemble l'exploitation. Cette année-là, André, comme toute la filière bio, ne parvient pas à produire assez de nourriture pour ses porcs. 2007 a été catastrophique du point de vue météo. Nous avons eu plusieurs champs qu'on n'a pas pu moissonner. Hein. Donc on a été obligé d'acheter 2 ou 3 livraisons d'aliments. Alors on a été livré avec 5 tonnes d'aliments. Voilà. Puis tout d'un coup, les porcs ont été malades aussitôt. Voilà.
Moi aussi, hein, j'ai eu des malaises et tout. André décide de faire analyser ce soja biologique, dont il conserve encore l'un des sacs. Bon, ben, c'est l'échantillon hein, qu'on a gardé, voilà. Hein. On peut voir ce qu'il y a à l'intérieur? Oui, voilà. Une poudre brunâtre, malodorante. Les analyses vont démontrer qu'elle contient un redoutable poison. Ah, là, ils ont trouvé 71 mg de mélamine hein, par kilo d'aliments, voilà, alors qu'il ne doit pas y en avoir du tout. De la mélamine, un produit chimique très toxique utilisé dans la fabrication des plastiques. Il permet d'augmenter frauduleusement le taux de protéines dans le soja et donc de le vendre plus cher. Ce soja bio contaminé, André l'avait acheté à l'une des plus grosses coopératives françaises, Terrena. La société a reconnu l'avoir importé de Chine et affirme avoir été trompée par l'un de ses fournisseurs. Ben, comment voulez-vous contrôler du soja qui vient de Chine hein? Peut-on contrôler Parce que la Chine, c'est un pays où il y a beaucoup de contrefaçons, beaucoup de triches, beaucoup de corruption. À l'époque, André n'est pas la seule victime de ce soja bio contaminé. Plus de 100 producteurs sont touchés. La société Terrena que nous avons contactée précise que tous, à l'exception d'André, ont accepté une indemnisation. L'éleveur de porc, lui, est toujours en procès. Il réclame plus de 200 000 € à la coopérative. Alors comment sont réalisés les contrôles de ces aliments bio qui viennent de l'étranger? Nos demandes de tournage sont restées sans réponse. Nous avons donc décidé de nous tourner vers l'Agence Bio, agence nationale qui dépend des ministères de l'écologie et de l'agriculture. C'est elle qui est chargée du développement et de la promotion de l'agriculture biologique. Elle sait donc de quelle manière se déroulent ces contrôles. Nous avons cherché à rencontrer l'un de ses dirigeants. Mais son service communication nous a adressé ce type de réponse. On n'a pas eu de retour. D'accord, parce qu'en fait j'ai envoyé ma demande au mois d'octobre, donc ça fait plus de 4 mois. Bah écoutez, je ne peux pas vous en dire plus, je sais juste qu'ils les ont reçus, mais on n'a pas eu de... Ils sont pas revenus vers nous. Merci, au revoir. Alors, nous avons décidé de forcer un peu le destin en nous faisant inviter à ce salon du vin bio, organisé à Montpellier. À l'époque de ce tournage, Elisabeth Mercier était la patronne de l'agence bio et ce jour-là, l'invitée d'honneur du salon. Merci, à bientôt. Après nous être présentés... Vous êtes qui? Alors, nous sommes journalistes. Nous évoquons le cas d'André Flageol, une affaire qui n'a pas encore été jugée et qu'elle ne souhaite pas commenter. Mais selon elle, il s'agirait d'un cas rarissime. Il n'y a pas de secteur plus contrôlé que le système bio. Ça se traduit par des contrôles au moins une fois par an, auxquels peuvent s'ajouter en cas de besoin, des contrôles avec analyse physico-chimique. Des contrôles et des analyses que nous n'avons pas eu l'occasion de filmer. Et voici pourquoi, selon Madame Mercier, il a fallu adopter les nouvelles règles européennes plus souples que les règles françaises. Il y a eu à la fois une évolution des normes et, dans certains cas, quelques adaptations. C'est typiquement l'exemple... Mais parce qu'on est dans un processus d'harmonisation et que la majorité des consommateurs, ils veulent que ce soit le plus simple possible, le plus compréhensible possible. Depuis notre tournage, Elisabeth Mercier a quitté la direction de l'agence. Quoi qu'il en soit, l'objectif principal de l'État, c'est donc de développer la filière bio. Dans la grande distribution, en tout cas, c'est un succès. Le chiffre d'affaires augmente de 7% par an, au risque parfois de s'éloigner de l'idée de départ. Voilà donc pour cette enquête consacrée au bio. Cette émission est maintenant terminée. Nous l'avons préparée avec Thierry Horner, Aurore Belser, Laurent Huberson, ainsi que les équipes de Cartel Presse. Bonsoir.